Merci, Dr. Fri. Merci à la GOB de nous avoir réunis aujourd'hui pour parler de ce thème. Quand on m'a assigné à ce thème, j'avais deux réflexes. Le premier, c'était d'aller revoir mes cours d'endocrino. Le deuxième, c'est de faire appel à une amie. Et ça tombe bien, j'ai une amie qui est bien calée en pathologie endocrinienne chez les femmes en activité génitale. Je vous présente et je souhaite la bienvenue à mon amie Dr. Inès Lim. Merci Faith. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci Simachraf, merci la GOP. C'est un plaisir d'être parmi vous. Après mon ami aussi l'interniste, ça fait enrichir le débat. Donc c'est toujours une bonne occasion. Voilà. Exactement, et ça valait le coup de se réveiller à 4 heures du matin et de faire la route. Merci. Voilà, donc on va tout de suite attaquer sans tarder notre thème qui est les pertes fœtales à répétition. J'aime aussi le terme perte de grossesse à répétition plutôt. Que peut-on faire pour les pathologies endocriniennes? Ça a été dit pendant cette matinée que les situations peuvent être très complexes, les situations peuvent être emblématiques et les étiologies multiples. Donc l'enquête étiologique, elle peut être longue et difficile et parfois même vaine, où on trouve même pas de cause évidente. Et l'agonie est d'ordre psychologique, elle est vraiment mal vécue par les patientes, donc ça, on le dira jamais assez. Donc c'est pour ça que quand on a une piste endocrinienne, ça donne une spécificité, un profil morphologique et un tableau clinique particulier qui peut nous donner une orientation diagnostique. Mais attention, donc le lien entre cette pathologie connue ou diagnostiquée lors de la perte n'est pas aussi évident ou démontré à chaque fois. Aussi, ça pose le problème de l'efficacité d'un éventuel traitement. Donc, pendant cette présentation, on va essayer essentiellement de répondre à ces deux questions. Quelles sont les connaissances en matière disponibles sur le surrisque de perte de grossesse associée à une pathologie endocrinienne? Et puis, quelles sont les éventuelles options thérapeutiques disponibles actuellement permettant de les réduire? Donc, on va se baser, comme mes prédécesseurs, sur l'ECHRE 2018 et les recommandations combien précieuses pour les causes endocriniennes et les pertes à répétition de grossesse. Donc, on l'a dit, on va faire des définitions à répétition. On redéfinit les pertes fœtales donc à 2 ou plus, et on commencera les explorations à partir donc de 2 pertes. Mais quelle exploration? On va se mettre en situation clinique pour ce topo. Donc, la première vignette clinique, vous êtes en consultation, il y a Madame AB, 32 ans, consulte pour perte fœtale à répétition. C'est une deuxième geste, nullipare, avec 2 fausses couches au premier trimestre. La question dans votre tête est qu'est-ce que vous allez faire? Quel bilan étiologique à demander en première intention en absence d'une orientation clinique? Et là, on va faire un petit rappel pour les troubles endocriniens associés à ces fausses couches à répétition. Les ovaires polykystiques, l'obésité, l'hyperinsulinisme, la résistance à l'insuline, l'hypersécrétion des lâches, l'hyperandrogénie, l'hyperprolactinémie, donc vous voyez l'insuffisance lutéale, la dysthyroïdie, les thyroïdites auto-immunes et même le taux ou pas d'ACG. Vous voyez un peu la panoplie d'anomalies endocriniennes qui peuvent être incriminées. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de toutes celles-là, on va parler des plus fréquentes. Donc, vous connaissez le schéma, Dr. Fadawi l'a bien expliqué tout à l'heure, je vais l'emprunter pour vous parler juste de rappeler que justement, comme il l'a bien dit, pour les Européens, ils incluent le bilan thyroïdien dans le bilan de première intention à l'investigation face à un syndrome de perte à répétition, contrairement au reste, donc avec bien sûr les anticorps antiphospholipides et bien sûr de faire l'analyse utérine, l'investigation surtout morphologique avec une échographie 3D, parce que ça a des conséquences thérapeutiques. On ne le fait pas juste pour le faire, parce qu'il y a des implications thérapeutiques. Les autres, on les fait pas, soit parce qu'on, même si on trouve quelque chose, on va rien faire, ou bien voilà, ça coûte cher et c'est de l'ordre de la recherche. Ça a été bien précisé. Alors, quelle place pour le bilan métabolique dans le bilan de première intention? Vous voyez bien que c'était juste le bilan thyroïdien qui était de première intention, pas le reste. Et c'est ce que donc on retient de fortes recommandations, juste le bilan thyroïdien, aussi les anticorps antithyroïdiens, anti-peroxydase. Pour les SOPK, pour le testing de la prolectine, de la lâche, de la phase lutéale, de l'insuffisance de la phase lutéale, ou même d'évaluer les réserves ovariennes, ce n'est pas indiqué, sauf si orientation clinique. Donc, rappelons-le, l'effet des hormones thyroïdiennes, on le sait dans la salle que ça sert au développement cérébral fœtal, mais aussi ça sert pour l'ovulation normale avec un effet sur les cellules de la granulosa et les cellules técales et lutéales.
Donc, Madame Abbé a été diagnostiquée avec une hypothyroïdie en faisant ce bilan selon les CHREU, les recommandations 2018. Donc, face à ce cas, quelle est l'option thérapeutique dans ce cas? Moi, j'appelle mon endocrinologue. Je suis à côté, ça tombe bien. Donc, effectivement, on va procéder à la prise en charge de cette patiente puisqu'il s'agit d'hypothyroïdie. Mais là, la question qui se pose, on est à quel taux de TSH? Parce que s'il s'agit d'une hypothyroïdie franche, je vous rappelle que cette définition veut dire une TSH qui est élevée généralement à plus que 10 000 unités par litre avec des hormones thyroïdiennes FT4 abaissées. C'est le cas d'hypothyroïdie périphérique franche avérée. Là, on ne va pas tarder à mettre la patiente sous traitement hormonal par lévothyrox. Et donc, les recommandations confirment ça. C'est donc un level strong d'evidence-based medicine. Alors, la vraie question qui se pose et qui nous embête généralement, c'est les cas d'hypothyroïdie infraclinique. Quand il s'agit d'une TSH légèrement élevée avec un taux d'hormone thyroïdienne dans les normes. Est-ce que faut-il traiter ces patientes ou pas? Donc, d'après les recommandations, cela peut diminuer le risque des fausses couches à répétition. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est de demander le dosage de TSH à la première période donc de grossesse, entre 7e et 9e semaine d'aménorrhée. Et s'il y a hypothyroïdie, on va traiter. En fait, ce qu'on sait, d'après les études, c'est que une TSH déjà à plus que 6, c'est associé significativement à une mortalité fœtale. Donc déjà, on est dans la tranche d'hypothyroïdie infraclinique. On n'a pas atteint l'hypothyroïdie franche. Et qu'on sait aussi, pour chaque augmentation du taux de TSH, il y a une augmentation de 15% du risque de mortalité fœtale. Donc actuellement, on sait très bien, aussi bien pour les hypothyroïdies franches que pour les hypothyroïdies infracliniques, qu'il y a des complications maternelles et fœtales bien connues. Et on sait aussi qu'avec les infracliniques, il y a même des complications plus précoces que les hypothyroïdies franches, que généralement poussent la femme à aller consulter et d'être traitée à temps, alors que les autres évoluent à bas bruit. Et là aussi, ça nous mène à poser la question sur le seuil. À partir de quel TSH on va parler d'une hypothyroïdie infraclinique qui va être utile à traiter et avoir des bénéfices sur le devenir fœtal. Et là, actuellement, on est à un seuil de 2,5. Là, j'insiste sur ce seuil parce que pas mal de fois, si on va se fixer sur les valeurs mises par le laboratoire ou ce qu'on a appris sur une vraie hypothyroïdie, on est bien au-dessus. On est bien au-dessous de ce seuil. Donc, 2,5, c'est le seuil actuellement recommandé à cibler pour diminuer les risques maternels et fœtals au cours de la grossesse. Et on va un peu plus loin pour dire que c'est des pathologies à dépister même avant la conception, puisqu'il y a eu une association démontrée par les études entre effectivement le taux de TSH et donc les pertes fœtales au premier trimestre précoce, le taux de TSH avant la conception et aussi le taux des anticorps anti-peroxydase. Et là, on entre dans une autre quantité qui est très fréquente, même plus fréquente que l'hypothyroïdie, qui est la thyroïdite auto-immune. Donc, chez plus que 10%, vers 15% ou même plus de femmes en âge de procréation, ces femmes-là ont une thyroïdite auto-immune, c'est-à-dire les anticorps antithyroïdiens et particulièrement les anticorps anti-TPO qui sont positifs, alors qu'elles ont un profil thyroïdien ou une fonction thyroïdienne tout à fait normale. Est-ce qu'on peut faire une association entre ces anticorps-là et le devenir fœtal? Actuellement, c'est un sujet qui pose un grand problème et un grand débat. Et dans les recommandations, on incite donc les médecins à aller rechercher ces anticorps-là dès le début de la grossesse, donc 7e, 9e semaine. Et on a même, c'est une méta-analyse qui a été récemment publiée, qui insiste sur le fait que les anticorps anti-TPO, on peut même les suggérer en tant que marqueurs de grossesse à risque. Donc, chez les femmes qui ont ces anticorps-là positifs, on sait d'avance que c'est des femmes à risque et qu'on pourrait qui pourraient bénéficier de surveillance et peut-être même de traitement.
Actuellement, pour les recommandations, en cas de thyroïdite auto-immune avec une euthyroïdie, et j'insiste, euthyroïdie, ça veut dire TSH à moins de 2,5 et non pas une TSH à 5 ou à 6. Dans ce cas-là, pour le moment, il n'y a pas assez de données scientifiques pour instaurer un traitement par lévothyrox. Donc, les fois où on peut traiter par lévothyrox, c'est quand on a soit une hypothyroïdie franche, soit une hypothyroïdie infraclinique avec un taux de TSH supérieur à 2,5. Exactement. Voilà. On passe à la vignette clinique 2, et c'est aussi un cas de figure assez fréquent que vous pouvez voir. C'est le cas de Madame LA, 30 ans, G3P1 A2, qui a eu un premier accouchement il y a 4 ans d'un enfant macrosome, sans problème particulier, qui a eu un diabète gestationnel pendant cette grossesse-là, tardivement au cours de cette grossesse. Et après, elle a été perdue de vue. Elle n'a fait aucun bilan entre-temps, mais elle a fait 2 fausses couches par la suite. Alors, quel bilan étiologique a demandé dans ce cas-là de première intention? C'est clair, vu l'antécédent de diabète gestationnel, on va s'intéresser à la partie métabolique. Et donc, même si elle n'est pas indiquée de façon systématique, là, vu le contexte, on va la demander. Surtout que c'est fréquent aussi bien dans les cas de diabète de type 1 que dans les cas de diabète de type 2 également. Vous savez que le diabète et grossesse, ça c'est un sujet que vous connaissez très bien. Les complications maternelles et fétales maintenant, elles sont très bien connues. Et j'insiste sur le risque pour l'enfant dans ce cas-là, avec mort périnatale et mort fétale in utero. Vous savez que avoir le diabète versus les femmes qui n'ont pas le diabète, on a un surrisque important donc de mortalité périnatale. Alors, comment on peut parler de cette association, Faith? Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà? On le savait depuis longtemps, et les recommandations françaises vont dans ce sens. L'hyperglycémie, c'est le problème, c'est l'hyperglycémie en période périconceptionnelle. Ce n'est pas le diabète. Ça veut dire qu'un diabète équilibré ne poserait pas de problème et n'expose pas à un surrisque d'avortement ou de malformation, mais bien au contraire, c'est un diabète déséquilibré qui nous pose plus de problème. Et ceci est dit depuis la nuit des temps, hein. Ça fait une trentaine d'années et c'est posé sur les conclusions d'une étude Princeps assez importante avec 532 femmes, mais surtout c'est la méthodologie qui est forte, randomisée, et donc avec en comparant la relation entre l'hémoglobine glyquée et donc pour le diabète et le fait d'avoir des malformations ou des avortements spontanés. Donc l'issue de ces grossesses a été étudiée jusqu'à 20 semaines d'aménorrhée. Et là, en comparant le groupe diabète, non-diabète, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, en comparant le groupe hémoglobine glyquée inférieure à 10 ou supérieure à 10%, là, l'association est quand même déconcertante avec 26% de perte de grossesse avant 20 semaines d'aménorrhée et 24% de malformations. Ce sont des chiffres assez conséquents et c'est de là qu'on tire les conséquences de faire justement ces recommandations par rapport à la glycémie en préconceptionnel. Donc, que peut-on faire pour cette dame pour les dernières grossesses? Il fallait dépister le diabète en postpartum dès la première grossesse compliquée de diabète gestationnel et puis planifier, on ne le dira jamais assez, sur l'importance dans la conduite à tenir d'équilibrer en préconceptionnel du diabète. C'est dire l'importance de cette consultation préconceptionnelle en matière de femmes diabétiques. Donc, quitte à faire de la PMA, et il faut passer par cette case de consultation parce que c'est là qu'on peut changer vraiment les choses. Et l'étude l'a bien montré, le fait de mesurer en préconceptionnel pour équilibrer le diabète, ça diminue le taux d'hémoglobine glyquée du premier trimestre de près de 2%. Donc, on arrive avec ça à diminuer la mortalité en périnatale de 2/3. C'est quand même important. Et pour la surveillance, chose importante, il n'y a pas de différence si on fait des glycémies en continu ou des glycémies capillaires. Et ça nous rassure par rapport à un suivi en ambulatoire. Donc, ceci étant dit, moi, je vais reposer la question à mon endocrinologue préféré. Quelles sont nos cibles thérapeutiques? Quels sont nos objectifs glycémiques pour ces femmes en déséquilibre de diabète? Inès? Voilà, j'insiste sur le fait qu'il faudra cibler ces seuils-là
en préconceptionnel, pas au cours de la grossesse. Donc, si on a eu la chance de planifier avec la patiente la grossesse, donc il faut commencer à mettre ces seuils-là, c'est-à-dire une glycémie à jeun qui doit être moins de 0,95 grammes. On peut faire la surveillance soit sur la glycémie postprandiale à 1 heure ou à 2 heures, on fait le choix avec la patiente. Donc, si on a choisi après 1 heure, ça doit être moins de 1,40. Si on a choisi à 2 heures, ça doit être moins de 1,20 grammes. On n'oublie pas l'hémoglobine glyquée. Pourtant, c'est un marqueur qui est connu pour une surveillance à moyen terme ou même à long terme, c'est-à-dire sur les 2-3 mois. Mais sachez qu'en période de préconception et de grossesse, on peut aussi se fier à ce paramètre-là pour un suivi même à 1 mois, parce que la vraie valeur que nous donne l'hémoglobine glyquée, c'est sur le dernier mois. Et donc, ça peut être utile même pendant la grossesse. Et dans ce cas-là, la femme, elle est jeune, elle est assez éduquée, on peut aller à 6% d'hémoglobine glyquée, ce qui est un bon seuil. De toute façon, moins de 6,5, ça sera excellent en période préconceptionnelle et au cours de la grossesse. Quand on a peur d'hypoglycémie, là, on peut être plus, on va se relaxer un tout petit peu et même mettre l'objectif à 7%. Mais sachez que l'idéal, c'est moins 6,5, c'est arriver à 6%. C'est là où on diminue au maximum les complications donc maternelles et fétales. Donc, faites insister sur le mois de surveillance. Oui, c'est un moyen très pertinent pour qu'on puisse arriver à notre objectif. On ne peut pas imaginer arriver à un objectif de glycémie à jeun, de postprandial, d'hémoglobine glyquée sans avoir le moyen pour ça, c'est-à-dire un glucomètre, ou si on a la possibilité d'avoir un continuous monitoring, là, ça serait encore mieux. Voilà. Alors, comment on va y arriver? Bien sûr, le traitement de choix en préconceptionnel et pendant la grossesse, c'est l'insuline. C'est connu, c'est le seul traitement qu'on utilise dans ce cadre-là, que ce soit en multi-injection, que ce soit en pompe, si on a la possibilité de l'avoir aussi, c'est un moyen pertinent. Mais la question qui reste posée, c'est par rapport à la metformine. Est-ce que la metformine, dans ce cas-là, elle nous aide à diminuer donc le risque de fausse couche ou de perte fétale dans ce cadre bien particulier? Eh ben, les études actuellement n'ont pas montré un bénéfice en mettant les patientes sous metformine. Peut-être pour la fertilité, oui, mais pour diminuer le risque de perte fétale, non, il n'y a pas vraiment d'evidence-based medicine sur ça. Donc, mais sachez qu'il y a 2 études en cours qui ont commencé l'année dernière, c'est l'étude MITI et l'étude MOMPOD, qui continuent à investiguer ce traitement-là au cours de la grossesse et pour diminuer les risques d'avortement. Et on passe à la 3e vignette. Merci pour tous ces éclaircissements pour le diabète. Et on passe en 3e vignette clinique, en situation clinique. Il s'agit de Madame BS, elle a 30 ans. Elle consulte pour perte fétale à répétition, pas d'antécédents médico-chirurgicaux particuliers. Elle est 3e geste nullipare, avec 3 avortements spontanés au 1er trimestre. Donc, son cycle, il est irrégulier de type spanioménorrhée. À l'examen clinique, il y a une obésité modérée avec un IMC à 32, un hirsutisme marqué. Elle ramène avec elle un bilan hormonal, déjà tout fait, à J5 du cycle. La FSH, elle est à 5, la LH à 4 unités par litre, l'ostradiol à 0,3 nanomol par litre, et la prolactine, elle est à 40 microgrammes par litre. Donc, à votre avis, y a-t-il un lien entre cette anomalie biologique et la plainte initiale? C'est toute la question. Et là, on va poser la question de façon un peu plus physiologique. Donc, cette association, elle est fréquente, mais est-ce qu'elle explique déjà les pertes à répétition, ou bien quel est l'ordre de fréquence et le lien vraiment, le fondement physiologique? Eh bien, cette fréquence, elle est assez élevée, mais elle n'est pas du 100%. La fréquence, elle est autour de 16% dans les différentes séries, si on retient les critères diagnostiques de Rotterdam pour les SOPK. Donc, quel est le lien? Est-ce que l'hyperprolactinémie est une cause ou une conséquence du syndrome des ovaires polykystiques? Enfin, c'est l'œuf ou la poule, mais c'est au-delà de la philosophie, ça a des implications thérapeutiques, on verra tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est que toutes les causes d'hyperprolactinémie peuvent provoquer de l'hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel, donc de l'oligo-ovulation. Et puis, elle donne aussi un aspect multifolliculaire avec des ovaires avec 12 à 10 follicules par ovaire sans augmentation du volume ovarien. Et ça donne l'hyperandrogénie par l'effet direct de la prolactine sur la sécrétion surrénale. Donc,
on retrouve un peu l'association, la même, de troubles du cycle, hyperandrogénie et ovaires multifolliculaires, ce qui nous ramène à penser que est-ce un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il est nécessaire, à chaque fois qu'on trouve cette triade, ou bien même devant deux signes, de chercher, de faire un dosage de la prolactine. Donc, vous voyez, tout à l'heure, à les recommandations de l'ECHRE, on disait pas de testing pour la prolactine systématique, mais avec des éléments d'orientation clinique, là, on est invité à doser la prolactine. Pourquoi on va la doser et pourquoi on la cherche? C'est parce qu'il y a des implications thérapeutiques, et notamment quand on est en matière de PMA ou dans un cadre d'infertilité. Là, il faudra absolument traiter les deux. Ça veut dire traiter induire l'ovulation, mais aussi traiter l'hyperprolactinémie pour potentialiser donc cette ovulation de qualité. Donc, ça sert à rien de donner des inducteurs sans traiter l'hyperprolactinémie. J'aurais une question à poser pour Dr Slim par rapport à l'hyperprolactinémie, parce que voilà, une fois moi je trouve sur un bilan une hyperprolactinémie, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie. Déjà, oui, moi je vais essayer de la traiter, mais je vais essayer d'abord de dire, est-ce un symptôme juste idiopathique que je trouve, ou est-ce qu'il fait partie d'autre chose endocrinien qui me dépasse? Et là, voilà, je m'y réfère encore à mon endocrinologue. Donc en fait, on peut... Donc ça, j'ai donné un peu les réponses. Je réponds à la question. Bien sûr, devant une hyperprolactinémie, il faut se rappeler un peu de la liste des causes de l'hyperprolactinémie. On ne doit pas oublier le listing des médicaments, parce que c'est la cause la plus fréquente d'hyperprolactinémie. Peut-être ça nous évitera un traitement inutile, hein, le fait d'arrêter certains médicaments connus comme les neuroleptiques, les antidépresseurs, pas les arrêter, mais discuter avec les médecins prescripteurs de changement de traitement. Il y a aussi l'hypothyroïdie périphérique, il ne faut pas l'oublier. Hein. Une hypothyroïdie périphérique peut donner par un feedback négatif une augmentation de TSH et de TRH en même temps, et donc une élévation de la prolactine. C'est-à-dire, il ne faut pas se précipiter à donner un agoniste dopaminergique à une femme qui a une hyperprolactinémie, alors qu'en fait, elle souffre d'une hypothyroïdie périphérique méconnue. Donc, le fait de faire le tour sur les étiologies d'hyperprolactinémie, c'est très important. Ça peut être un adénome à prolactine, et dans ce cas, on va se poser la question quand est-ce qu'on demande une IRM aussi. Et n'oubliez pas qu'il y a une autre entité, peut-être peu connue, mais qui est très importante, c'est la macroprolactinémie. En fait, c'est des big prolactines hein, qui prennent du poids moléculaire. Ça ne donne aucun effet pathologique, ça n'a aucun lien avec les plaintes de la patiente, hein, mais il faudra être sûr qu'on n'est pas devant une macroprolactinémie avant d'enchaîner les investigations, parce qu'il suffit de les doser par chromatographie ou d'autres moyens qui existent dans les laboratoires pour être sûr que c'est une vraie hyperprolactinémie. Et donc, voilà. Alors, si j'ai bien compris, je réfère la patiente à Inès pour voir s'il y a autre chose derrière cette hyperprolactinémie. Et pour l'exploration, je vais toujours confirmer l'hyperprolactinémie par un deuxième dosage et puis faire le reste du bilan hormonal, FSH, LH, testostérone et bilan thyroïdien. Voilà ce que vient de dire Inès. Et faire une échographie pelvienne à la recherche de signes échographiques d'un syndrome des ovaires polykystiques. Et si la prolactine est supérieure à 150 nanogrammes par millilitre, est-ce que je vais demander une IRM d'emblée à la recherche d'un adénome? Logiquement, c'est le seuil qui est reconnu. Mais sachez qu'il y a beaucoup de chevauchements. C'est-à-dire, on peut avoir un adénome à prolactine même avec une prolactine à 40. Et on peut avoir une cause tout simplement médicamenteuse avec une hyperprolactinémie à 100. Donc, il faut bien détailler le contexte de la femme, qu'est-ce qu'elle prend comme médicament, est-ce qu'elle a d'autres signes associés qui peuvent nous orienter vers un adénome, et ne pas hésiter à demander une IRM s'il y a un doute. Donc, cette histoire de seuil, il faut la nuancer quelque part, d'accord? D'accord. Pour la conduite, la question qui se pose, c'est quelle est la place d'un traitement donc systématique par agoniste dopaminergique pour les hyperprolactinémies idiopathiques? Et pour répondre à cette question, ça tombe bien, on a des données de la database Cochrane qui a étudié le fait de donner des agonistes de la dopamine pour prévenir les avortements à répétition lors de découverte d'hyperprolactinémie, donc dans le bilan. Et là, il y a une étude une très vieille étude, mais très intéressante. Donc, comparant des cas et témoins, et le groupe essai thérapeutique, on l'a mis sous homocriptine.
2,5 mg à 5 mg jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, c'est ça ce qui est intéressant. Et là, il y a eu une différence significative avec une réduction des avortements à répétition. Donc, c'est une seule petite étude randomisée, échantillon faible, certes, et les auteurs n'ont pas retenu donc l'indication systématique par rapport à toute la revue de la littérature, mais ça reste très intéressant, surtout qu'il y a eu une autre étude dans ce même sens, plus récente, comparant, mais n'est pas randomisée, mais contrôlée. Et donc là aussi, il y a eu une diminution donc des avortements grâce au traitement préventif aux agonistes de la dopaminergique. Donc là, les cheveux restent... Voilà. Ça se bloque. Ouais. Donc les cheveux restent prudentes et on va mettre le conditionnel. On peut considérer le traitement donc avec les agonistes. Et je reviens juste par rapport, parce que ça a été dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux recommandations? Je rappelle juste un truc, c'est que les recommandations sont faites sur des essais thérapeutiques avec des échantillons larges et des études randomisées, donc et des essais thérapeutiques sur des femmes. Il s'agit ici de femmes enceintes, premier trimestre. Donc déjà, une grande difficulté. Il y a deux problèmes. Il y a le problème quand il y a quelque chose qui marche, c'est le problème de perte de chance pour le groupe témoin, et puis le fait d'expérimenter, de donner des médicaments et des molécules à des femmes enceintes au premier trimestre, c'est de quoi faire rebondir tous les comités d'éthique et la pharmacovigilance. Donc ça, c'est très important de considérer ça par rapport aux recommandations. On peut pas faire des recommandations sans, mais l'avis d'experts, et quand on a des études comme ça, c'est en faveur de la prescription. Donc, ceci dit, on va passer pour le quatrième cas clinique. Il s'agit de Madame LH. Elle a 36 ans. Elle se plaint depuis 4 ans de troubles du cycle, type court, avec un spotting récurrent en intercycle. Elle consulte depuis 5 ans pour hypofertilité, avec une histoire de 4 avortements précoces spontanés, entre 7 semaines et 11 semaines d'aménorrhée. Il existe par ailleurs une difficulté à démarrer sa grossesse. De quoi manque-t-elle? Serait-elle insuffisante lutéale? C'est la question. Et là, l'association et les implications sont diverses et en même temps, on va dans un sens particulier, vous allez voir. Donc, on décrit, plein d'auteurs, on décrit que le taux d'oestrogène bas ou de progestérone bas est décrit dans les pertes fétales à répétition. Aussi, dans d'autres études, il n'y a pas d'association, mais il est connu que même avec un taux de progestérone normal, il y a des problèmes de sensibilité de récepteurs à la progestérone, donc avec un problème d'implantation. Et surtout, la majorité des séries, quand on étudie l'incidence des insuffisances lutéales chez ces femmes présentant des pertes fétales à répétition, on va trouver qu'il y en a de 17 à 28%. C'est quand même une fréquence très élevée dans cette population pathologique. Et là, quel intérêt à faire le dosage hormonal? Vous vous rappelez la plaque que Dr. Fadlewi a mis? Il n'y a pas de recommandation. Pareil, pour explorer le testing de la phase lutéale de première intention, sauf bien sûr orientation clinique comme dans ce cas. La supplémentation, pareil, il y a plusieurs, il y en a qui, comme l'aspirine tout à l'heure, il y en a qui mettent la progestérone à toutes les sauces. L'induction, donc on peut induire l'ovulation, on peut supplémenter par la CG, supplémenter par la progestérone, donc ça reste multiple. Qu'en est-il vraiment pour les données scientifiques? Et on revient au même problème. Donc, la Cochrane Database pour la progestérone dans la prévention des avortements, il n'y a pas d'évidence pour le support, donc ça ne diminue pas, mais en même temps, on sait très bien que les populations sont très hétérogènes et polymorphes. Pareil pour la CRM, il n'y a pas d'évidence donc à ajouter de la progestérone au-delà de 2 semaines après l'ovulation. Donc, il y a quand même pendant ces 2 semaines, c'est important de la donner. Il y a une étude très intéressante, donc la PROMISE Study, c'est une étude sur 836 patientes avec une supplémentation systématique de 400 mg de progestérone versus placebo il y en a 6 semaines et jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Et là, malgré le fait qu'il y a une diminution des avortements et plus de naissances vivantes, eh bien, ce n'était pas significatif à cause du même polymorphisme de la cohorte. Et donc, on n'a pas retenu qu'il y a un gain significatif. Donc, les cheveux ne recommandent pas, donc de façon conditionnelle, de mettre la patiente sous prolactine ou sous progestérone pour ces insuffisances lutéales. Et donc, ça reste quand même, on a besoin de plus d'essais.
Par contre, si on prend, comme dans le cas de la PMA, des études plus sélectives, on va s'intéresser à ces patientes justement insuffisantes lutéales ou des mauvaises répondeuses avec on va donner de l'ACG en protocole agoniste. On a plus de grossesse, un meilleur taux d'ostradiol. Et là, même en antagoniste, c'est pareil. Quand on donne de l'ACG, on a plus d'ovocytes, des fois plus de taux de transfert et plus de grossesse. Donc, est-ce que l'analogie reste donc à étudier par des études plus grande échelle, parce que c'est des échantillons. Donc voilà. Le résultat en matière de naissance vivante par rapport à ces insuffisances lutéales, la supplémentation paraît efficace pour un sous-groupe de patientes avec un corps jaune défectueux documenté. On fait le dosage. L'histoire clinique et études analytiques du cycle, que ce soit par la biologie ou l'échographie avec l'épaisseur endométriale, est primordiale pour détecter ce sous-groupe d'insuffisante lutéale. Et la sélection devrait être sur ces critères-là pour indiquer le support, pas les autres. Voilà, on va passe le dernier cas clinique. Le dernier cas clinique. On ne peut pas, comme Dr Santini, ne pas finir notre présentation sans parler de vitamine D. Donc là, il s'agit d'une femme âgée de 28 ans, intéressée par un médecin généraliste pour prise en charge de 2 pertes fœtales. Initialement, elle a consulté pour un état de fatigue chronique, des fourmillements, des crampes musculaires nocturnes avec une prise de poids récente. Vous voyez un peu la totale, le cortège qu'on peut voir en cas effectivement de déficit en vitamine D. Donc la question, est-ce qu'il y a un lien entre ces plaintes-là et cette maladie et la plainte gynécologique? Voilà. Donc voilà une étude. Voilà, la littérature suggère dans ce sens. Voilà, il y a probablement un effet. Avec le fait de corriger ce déficit, d'améliorer effectivement l'avenir fœtal et diminuer les pertes donc fœtales. Mais voilà, le dosage, il reste non systématique. La prescription prophylactique, par contre, elle est recommandée. Donc, c'est donc quelque chose qui est recommandé par les guidelines. Juste un mot, parce que vous avez soulevé tout à l'heure pourquoi toutes les femmes ou un peu toute la population, elle a un déficit. On a parlé des endocrinopathies ici. On n'a pas le temps de s'étaler sur tout, mais on n'oublie pas un autre volet très très important qui est les perturbateurs endocriniens, qu'on peut aussi donc mettre aussi dans le cadre d'endocrinopathie. Et les perturbateurs endocriniens actuellement, ils sont aussi bien liés aux problèmes de déficit de vitamine D, aux problèmes de prise de poids, aux problèmes de maladies métaboliques en excès et aussi en problème de fertilité et de perte fœtale avec des avortements à répétition comme le phtalate, comme le bisphénol. Beaucoup de perturbateurs actuellement existent. Donc, pour dire un mot, à part la recherche d'équilibrer le statut hormonal et endocrinien, on doit aller un peu au-delà dans un sens d'équilibrer la nutrition qui constitue la source de ces perturbateurs endocriniens ou pas, les habitudes en général, la qualité de sommeil, donc toutes les habitudes possibles et aussi les déficits. Des fois, quand on oublie, à part les vitamines B1, B9, B12, il y a aussi le cuivre, il y a le zinc, il y a pas mal d'éléments qui peuvent avoir un déficit et qui ont été sujets d'études scientifiques qui ont montré un lien avec effectivement les risques de perte fétale à répétition. Voilà. Voilà, je maintiens que les différentes recommandations sont du type, comme ici, de good practice points, donc de grade D. Donc l'avis des experts compte, comme tous. Et pour conclure, les avortements, on l'a bien dit, ça reste une situation assez complexe avec un vécu difficile pour les patientes, mais aussi pour le médecin qui n'arrive pas à aboutir donc avec une enquête étiologique qui reste parfois sans réponse et la thérapeutique qui reste limitée. Donc c'est une situation qui peut être très frustrante et on a toujours cet espoir de briser le sort de ce processus de perte perpétuelle un peu. Donc, pour les causes endocriniennes, ça peut être au devant de la scène clinique des fois, mais ne pas négliger le reste de l'enquête étiologique. Et j'insiste sur les formes frustes sont à déceler et à prendre en charge précocement. C'est parce que c'est une des rares situations où on peut vraiment faire quelque chose et faire la différence et justement de briser ce sort de perte à répétition. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.